Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. IA et IF dans la commune de Kaolack, il y est 12h00. Mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée à la radio Alfayda pour vous informer. Et vous avez fait le bon choix si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce vendredi 24 janvier 2025. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information sur Alfayda FM. C'est l'heure du journal. Voici le sommaire. L'Union démocratique des enseignants UDEN section Kaolack a déposé un préavis de grève. Ses membres dénoncent la question des enseignants chargés de cours et la lancinante question des enseignants appelés non référenciés. La réaction de leur secrétaire général assure dès le début de ce journal. Un atelier du pays ISRA sur la structuration de la filière production de semences de riz à Kaolack pour permettre à la région d'apporter sa part contributive à travers le riz par rapport aux objectifs déclinés à la souveraineté alimentaire. Présomption d'innocence, pas un jour ne se passe sans que le mot présumé ne fleurisse dans les urnes consacrées à des affaires judiciaires à nous servir au quotidien. Dans la rubrique Djangolo Chibenenanam, Ndeye Fatou Sissi s'entretient avec l'avocat à la cour, Maître El Hadji Malick Diouf. Sur l'international, un journaliste mozambicain a été retrouvé mort 2 semaines après avoir été battu par les forces de sécurité dans une région où il couvrait l'insurrection islamiste. Et puis sport, 2 jours après avoir résilié son contrat avec l'AC Milan, Fodé Ballo-Touré fait son retour à Ligue 1. Il s'est engagé avec le Havre jusqu'à la fin de saison. La revue des quotidiens, dernière note de ce journal. Mesdames et messieurs, gardez votre confort d'écoute de développement, c'est juste après ceci. Le journal Serigne Moussa Kane. Qui vous dit bonjour. Sidi Hadj Libas Baye assure les opérations techniques. L'Union démocratique des enseignants de Kaolack a déposé un préavis de grève au titre des revendications. La question des enseignants chargés de cours, la question de l'enseignement de l'anglais. Le secrétaire général de l'UDEN département de Kaolack, Abdoulaye Dia, que je vous propose d'écouter. Syndicat UDEN. Aujourd'hui, nous avons déposé ce qu'on appelle un préavis de grève. Le préavis de grève, on l'a déposé, mais vous savez qu'il y a des accords qui ont été signés avec le gouvernement en 2018 et en 2022, dont tous les points ne sont jusqu'à présent pas satisfaits. Ces points n'étant pas satisfaits, donc nous réclamons qu'ils soient satisfaits à 100%, mais aussi nous attendons la réaction de l'autorité par rapport à des questions nouvelles que nous avons posées. D'ici 1 mois après le dépôt de notre préavis, nous voudrions vraiment donc avoir une réaction de la part des autorités. Sinon, pour voir s'il faut passer à la vitesse supérieure ou pas par rapport à leur comportement, nous allons déterminer ce qu'il faudra faire. Mais parmi ces revendications, il y a des questions nouvelles. Des questions nouvelles comme la question des enseignants chargés de cours, qui sont des enseignants de l'élémentaire qu'on amène au niveau du moyen secondaire pour donner des cours, qui après 2 ans d'exercice au niveau du moyen secondaire doivent aller en formation, mais jusque-là attendre. Il y en a parmi eux qui ont fait 10 ans, 8 ans, 6 ans, qui ne sont jusqu'à présent pas formés. La question de l'enseignement de l'anglais, qui a démarré ce 14 passé, parce que on a demandé à ces enseignants de faire autre chose, de l'ajouter à ce qu'ils faisaient, donc il faudrait qu'ils soient indemnisés. Abdoulaye Dia, le secrétaire général de l'UDEN département Kaolack sur les accords signés avec les gouvernants en 2018 sur la lancinante question des enseignants appelés non-fonctionnaires référencés qui ont vécu une injustice. Le secrétaire général revient sur l'élargissement optionnel de l'âge de la retraite. Réécoutons-le. Il y a l'enseignement de l'arabe où on note un manque notoire de matériel didactique, des livres et autres. Il y a la question de l'environnement scolaire. Mais je vais terminer par la question, même si je n'ai pas épuisé toutes les questions nouvelles, mais résumé, je termine par la question qui est la lancinante question des enseignants appelés non-fonctionnaires référencés, c'est-à-dire les décisionnaires. Ces décisionnaires-là ont vécu une justice. Depuis lors, on attend la satisfaction de leurs revendications. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que les lignes n'ont pas bougé, les lignes ont bougé, mais ça reste encore. Parmi les points qui restent, nous pouvons citer la question de la retraite, qui est très faible comparé
soirée à la retraite des fonctionnaires, mais aussi la question de l'imputation budgétaire. Il y a aussi les autres qui sont appelés décisionnaires toujours, mais qui sont déjà reclassés dans des corps d'accueil et qui ne peuvent pas avoir les années antérieures donc validées en leur octroyant un pourcentage avec lequel ils passent dans le corps d'accueil. Voilà tant de questions que nous avons puisées donc de cette plateforme revendicative, comme vous l'avez dit. Donc en tant que syndicat, nous sommes là pour les enseignants, pour la cause des enseignants. À chaque fois que de besoin, nous nous levons et nous tenons droit sur nos bottes pour défendre leurs intérêts matériels et moraux. Vous suivez le journal. Sur Alfayda FM, la radio qui vous informe partout que vous soyez dans le monde. 9e édition de la FICA, les préparatifs vont bon train avec des innovations cette année, selon Gourd Traoré, directeur finance de la Chambre de commerce. Pour ce rendez-vous des entreprises, des institutions et les porteurs de projets, il est ici au micro d'Aline Padaradio. Bon, pour les préparatifs de la foire internationale de Kaolack, je pense que ça va à bon train. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, en juillet pour l'ouverture de la FICA. Et le 25, ce sera la cérémonie officielle qu'on va organiser pour la 9e édition de la FICA. Aujourd'hui, je pense qu'au niveau des préparatifs sur les installations, on est pratiquement à 85% des installations. Donc voilà, les préparatifs vont. Donc voilà, les exposants sont en train de réserver. Oui, comme les années passées, je pense que cette année-ci, pour la cérémonie officielle, je pense qu'il y aura les allocutions des autorités. On attend aussi la délégation ministérielle qui a toujours été avec nous pendant ces 9 éditions. L'État a été toujours avec nous pendant ces 9 éditions. Et les autorités religieuses qui seront là aussi. Et la population kaolackoise. Oui, beaucoup d'innovations pour cette 9e édition. Comme on l'a dit, je pense que c'est l'introduction de la digitalisation, l'innovation des nouvelles technologies et qui se fera surtout au niveau de cette nouvelle édition avec des villages digitales qui seront animés par des jeunes étudiants, des professionnels de la TIC, donc qui seront là avec des projets innovants qui seront montrés à la population kaolackoise et aux PME de la région qui pourront en bénéficier par rapport à leurs entreprises. Mais aussi pour les enfants parce qu'ils s'en prennent reste parce que cette année on va installer un manège au niveau de la FICA qui permettra aux enfants qui seront avec leurs parents de pouvoir profiter de ces installations pour jouer et profiter pleinement aussi de la FICA. À quelques heures de la cérémonie officielle de la 9e édition de la foire internationale de Kaolack, Gourd Traoré revient sur le thème retenu, l'intégration du numérique dans le secteur de l'économie, enjeux et perspectives, et le pays invité d'honneur et le Pakistan. Réécoutons-le. Le thème retenu de cette année, c'est, comme on l'a dit, l'intégration du digital dans les secteurs de l'économie, enjeux et perspectives. Et voilà, enjeux et perspectives, je pense qu'aujourd'hui, on a tendance à aller vers la digitalisation. Mais comment pallier maintenant cette digitalisation avec nous, ce que nous faisons dans nos activités économiques? Et la FICA nous permettra de présenter, nous permettra de démontrer aux populations kaolackoises que c'est possible aux PME d'intégrer dans leurs activités la digitalisation. Et je pense que c'est une occasion rêvée pour les PME de la région, les PME du Sénégal et de venir au niveau de la FICA découvrir ces innovations. Oui, le Pakistan comme invité d'honneur, bon, nous savons que le Pakistan c'est un grand pays, surtout dans plusieurs secteurs d'activité. Et dans le thème qu'on parlait tout à l'heure sur la digitalisation, nous savons que le Pakistan est un pays très avancé par rapport à ces technologies innovantes qui rentrent dans le secteur du commerce, dans le secteur de l'industrie surtout, donc qui permettront par rapport à ces échanges qui seront là, que nos entreprises puissent bénéficier vraiment de cette expérience de ces Pakistanais par rapport avec ce qu'ils vont amener et ce qu'ils vont démontrer par rapport à pendant ce FICA qui sera organisé. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. Émettons depuis Medina Baye, immeuble cher Imam Hassan Sissé, studio Ali Momara Alilo. L'info se poursuit également sur le www.radioalfayda.net. Suite à la décision du ministère de l'Agriculture qui a suspendu l'exportation de l'arachide à l'heure où nous sommes, selon Elhadji Daoud Diop du collectif des exportateurs, la situation est inquiétante.
La situation est très inquiétante parce que le gouvernement a fermé l'exportation depuis le mois de novembre passé. Bon, il a autorisé seulement la Sonacos acheter et ça, c'est pas du tout possible parce que Sonacos seul ne peut pas acheter toute l'arachide du Sénégal parce qu'il n'a pas les moyens, il n'a pas aussi techniquement les machines pour faire cette transformation. Maintenant, nous voulons solliciter auprès du Premier ministre, M. Ousmane Sonko, de faire le plus rapidement possible l'ouverture de l'exportation et l'ouverture des sites des exportateurs comme les Chinois, les Indiens, les Américains, ainsi de suite, avec un contrôle bien déterminé. Bon, le ministre de l'Agriculture, nous l'avons rencontré lors des réunions interministérielles. Il avait proposé que la Sonacos va acheter en premier avec les opérateurs pour les semences. Après, les Chinois, les Indiens, les exportateurs de quelque sorte vont commencer. Mais depuis lors, nous remarquons que seule la Sonacos achète, les exportateurs n'achètent pas, même les semenciers aussi n'ont pas encore commencé à acheter. C'est ça qui est un facteur inquiétant maintenant. Parce que, en quelque sorte, nous pouvons dire qu'il n'a pas tenu à ses promesses. Parce que nous sommes au mois de janvier et jusqu'à présent, il n'y a pas de changement, il n'y a rien du tout. Oui, les petits opérateurs comme les Bana, certains ont emprunté à la banque de l'argent, certains ont des faibles capitaux. Bon, s'ils ne travaillent pas avec cet argent-là, c'est sûr qu'il y aura des problèmes. Et la méthode de travail avec la Sonacos n'arrange personne. Face à l'inquiétude du secteur, Elhadji Daouda Diop demande à l'État du Sénégal la réouverture des points de collecte et l'entrée des Chinois et des Indiens. Réécoutons Elhadji Daouda Diop du collectif des exportateurs. Si vous achetez en brousse avec le prix plancher de 305, comme l'avait proposé le ministre de l'Agriculture et son Premier ministre. Bon, après avoir acheté, peut-être à 310, tous vos frais, arrivé à usine, ça va vous faire 330. Vous cherchez que 5 francs comme bénéfice. 5 francs comme bénéfice sur 30 tonnes, c'est 150 000. Alors qu'arrivé là-bas, il y a les contrôles économiques qui sont là-bas et l'usine qui est là-bas, en faisant des abattements, peut-être 1 tonne, 2 tonnes, voire même 2 tonnes 500, avec des amendes. Donc, plutôt, les Bana vont perdre que gagner. Parce que si tu cherches à gagner 150 000 francs, on fait l'abattement de 2 tonnes, équivalence de presque 700 000, donc vous perdez. Et au fur et à mesure de faire des pertes, tu auras des problèmes avec la banque, avec ceux qui ont financé vos activités. Et c'est pas bon pour la population, c'est pas bon pour le Sénégal, en quelque sorte. Bon, nous faisons appel au Premier ministre et l'État du Sénégal de faire immédiatement l'ouverture de l'exportation et l'ouverture des points de collecte des Chinois, des Indiens, les exportateurs en quelque sorte. Parce que personne ne travaille maintenant dans la brousse. Si vous partez là-bas, tout le monde, là où 100 personnes travaillent, tu pars maintenant, il n'y a que 10 personnes qui sont là-bas. Et Sonacos n'emploie pas plus de 1000 personnes. Alors que le secteur-là emploie minimum au plus de 100 000 ou 200 000 personnes. Voilà, nous demandons solennellement d'ouvrir l'exportation et de nous donner la possibilité de travailler comme la Sonacos, acheter ensemble, être en règle, payer les taxes et exporter comme on le faisait. À l'instant, Elhadji Daouda Diop, membre du collectif des exportateurs. Je vous le disais en titre, atelier du pays ISRA, le DER de Kaolack par intérim. Samba Gueye rassure les autorités des bonnes perspectives favorables en matière de production de semences de riz dans la région de Kaolack. Merci. Nous pouvons retenir dans la stratégie de l'autonomisation en matière de production de semences certifiées qui est mise en œuvre par le projet PAIS en collaboration avec l'ISRA qu'il y aura des volets de renforcement de capacité des producteurs et productrices de la région, des volets de séances d'échange sur la stratégie de mise en œuvre pour l'opérationnalisation de l'autonomisation en semences certifiées de riz de plateau et de bas-fond, ce qui est important dans la contribution de la souveraineté alimentaire au niveau régional. Cette activité est importante parce qu'elle contribue à la souveraineté alimentaire. Comme le pays, en collaboration avec l'ISRA, fait d'importants résultats en matière de mise en œuvre des politiques de l'État en termes de souveraineté alimentaire, notamment sur le plan de la production de riz, alors nous pouvons quand même assurer à l'autorité qui est le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural que nous représentons ici qu'il y a de bonnes perspectives en matière de production certifiée de semences de riz de plateau et de riz de bas-fond. Effectivement, je pense que c'est un volet qui nécessitait quand même d'être pris en compte parce qu'il y a beaucoup de production de semences qui n'arrivent pas au processus final qui est la certification des semences. C'est important parce qu'une semence,
ça doit être certifié pour qu'il puisse assurer une bonne production, mais aussi contribuer à l'augmentation des rendements. C'est vrai, il y a beaucoup d'activités de production de semences qui ont été réalisées au cours des dernières années, mais je pense qu'il y a quand même des manquements en termes de certification des semences. C'est ce que le PAIS, en collaboration avec l'ISRA et bien entendu le DRDR, la Direction régionale de développement rural, qui est le maillon essentiel et terminal en termes de contrôle et de certification des semences. Le chef d'antenne régionale du programme agricole Italie-Sénégal, Massar Demba Ndiaye, revient sur l'objectif de cet atelier qui est la recherche de la souveraineté alimentaire sur la production de riz. L'objectif de cet atelier, comme l'a dit le DRDR, c'est de permettre à la région de Kaolack, à travers le partenariat PAIS, ISRA et DRDR, et notamment les producteurs, pouvoir donner une contribution par rapport aux objectifs de recherche de souveraineté alimentaire en ce qui concerne la production de riz. Et de manière beaucoup plus spécifique, nous allons au cours de ces 3 jours revisiter ou en tout cas actualiser les connaissances en termes de bonnes pratiques agricoles pour la multiplication des semences, mais également partager les recommandations techniques et scientifiques en matière d'itinéraire technique pour la culture de riz. Le deuxième objectif spécifique, c'est de partager ou de réfléchir ensemble sur une stratégie à mettre en place pour permettre en tout cas à la région de Kaolack, dans le cadre de ce partenariat, de pouvoir donner une contribution par rapport à la disponibilisation des semences de riz certifiées donc pour la région de Kaolack. Comme le DRDR l'a dit, au niveau de la région de Kaolack, il y a d'importantes potentialités en termes de zones de production pour le riz pluvial, mais en termes également de vallées. Je pense qu'aujourd'hui, la tendance qui se dessine, qui est de 60% de contribution en autosuffisance en riz pour la riziculture pluviale, la région de Kaolack, en tout cas, détient des espaces, des zones qui peuvent en tout cas donner une contribution consistante par rapport à cela. Le troisième objectif de cet atelier, évidemment, quand on parle de stratégie, de dispositif, il nous faut également avoir des informations sur les moyens à mettre en œuvre, n'est-ce pas, pour arriver à mettre en place ce dispositif et à pouvoir le dérouler. Un atelier de 72 heures tenu dans la ville de Mbossé-Koumba-Djiguène. Comment inciter les jeunes à s'investir dans ce secteur? Comment les orienter sur les avantages et opportunités en termes de revenus vers le secteur de la riziculture? Réécoutons toujours Massar Demba Ndiaye, chef antenne régionale PAIS. D'abord, l'avenir de l'agriculture, l'avenir de ce pays, c'est les jeunes. Les femmes également, quand on sait qu'en matière de riziculture, les femmes, c'est un secteur d'activité qui occupe beaucoup de femmes, comme la transformation, comme le maraîchage. C'est pourquoi nous avons tenu. Et évidemment, en respectant également les directives du ministère de l'Agriculture en termes de prise en charge de la dimension genre, notamment l'implication des femmes. Donc c'est pourquoi nous avons invité beaucoup de femmes. Et Dieu sait que c'est des femmes qui méritent d'être invitées parce qu'elles sont au premier plan, en tout cas en termes de productivité et de compétences. Donc c'est pourquoi nous les avons invitées. Nous savons également, quand on aborde les exploitations agricoles, il faut l'aborder dans le sens des ménages. Dans les ménages, il y a les hommes, il y a les femmes, mais il y a également les jeunes. Et si nous voulons inciter les jeunes à s'investir dans ce milieu, il faudra qu'on puisse leur permettre de connaître, de comprendre quels sont les avantages, quelles sont également les opportunités et les possibilités, en tout cas en termes de revenus, pour pouvoir un peu les orienter vers le secteur de la riziculture, notamment pour ce qui est de la multiplication des semences, qui est une des étapes importantes pour atteindre l'autosuffisance en consommation de riz. Cette année, avec l'ISRA, on a travaillé sur 5 variétés et cette année, on a introduit notamment la variété Sahel 108. Et les rendements que nous avons enregistrés, en tout cas, nous confortent dans l'idée de développer une filière de semences production de riz. On tournerait autour de 3 jusqu'à 5 tonnes. Quand on sait qu'on est dans une zone où la pluviométrie est déficitaire, mais cette année, ce qu'on a pu réussir avec surtout la variété Sahel, donc ça nous encourage un peu à développer cette filière semence. Nous avons également d'autres variétés. Nous sommes en train de tester parce qu'en fait, ce programme vise à d'abord tester l'adaptabilité de certaines variétés, mais également leur productivité, pour pouvoir à terme, dans le cadre de ce programme de recherche de souveraineté alimentaire, offrir des possibilités selon les zones géographiques, quelles sont les variétés les plus adaptées, mais également les plus performantes. À l'instant, le chef antenne régionale PAIS, Massar Demba Ndiaye, le représentant de l'ISRA Kaolack, Malik Ndiaye, après la validation de 2 variétés avec des cycles courts pour le pluvial qui occupe 60% de la production nationale, et l'ISRA s'investit pour la mise en place de variétés performantes adaptées.
Comme vous savez tous qu'actuellement, quand même, nous tous, on a un problème de souveraineté alimentaire. Et quand on parle de souveraineté alimentaire, on passe au premier facteur qui est la semence. Donc la semence joue un rôle extrêmement important parce que, comme nous tous, on le sait, avec la semence, on sait que c'est le premier facteur. Donc quand tu prends en termes de rendement, quand tu prends la semence, joue un rôle, 30% du rendement revient à la semence. Et donc l'ISRA, à travers vraiment de sa mission régalienne, fait la production de semences de pré-base qui est le premier maillon de la production de semences. Et donc on a fait pas mal d'activités maintenant pour la mise en place de plusieurs semences au niveau dans le commune, au niveau du riz, parce qu'on sait qu'on consomme le riz et plus consommé ici au Sénégal. Donc plusieurs vraiment activités ont été menées pour vraiment mettre en place vraiment un programme de multiplication maintenant de semences de riz, de variétés qui sont performantes encore, qui sont adaptées dans la zone, surtout dans la zone de Kaolack. Par l'introduction maintenant des variétés, comme l'a bien dit mes présidents, il y a plusieurs variétés qu'on a déjà introduites, à passer par l'ISRA, des variétés qui sont déjà homologuées, à passer par la Sahel 108, qui est une variété qui vient irriguer, qui est introduite ici, qui donne des rendements extrêmement importants. Et récemment même, ISRA a homologué deux nouvelles variétés pour le pluvial, qui ont des cycles très très courts, de 80 jours. Maintenant, 80 jours, tu peux maintenant produire ces semences. Donc, l'ISRA est en train de faire vraiment beaucoup d'efforts sur la mise en disposition des variétés vraiment qui sont adaptées pour le pluvial. Parce que nous tous, on le sait, le pluvial occupe 60% maintenant de la production nationale, comparé par rapport à l'irrigué qui est à 40%. Donc, c'est dans ce sens que vraiment l'ISRA s'est beaucoup investi maintenant pour la mise à disposition de variétés vraiment performantes adaptées, qui sont des cycles courts pour vraiment le pluvial. Maintenant, pour la certification, l'ISRA joue un rôle extrêmement important par rapport à DRDR, parce que c'est nos collaborateurs, les DRDR, donc c'est eux qui, vraiment, avec la dixième, c'est eux qui font la certification des semences. Et l'ISRA donc joue un rôle extrêmement important par rapport à cela maintenant, parce que nous sommes le premier maillon de la production de semences. Et donc, si nous avons des variétés qui ne sont pas de bonne qualité, toute la chaîne va avoir des problèmes. Donc, nous, on travaille en étroite collaboration avec vraiment la dixième et les DRDR pour la certification maintenant de nos variétés, pour qu'on puisse vraiment avoir des variétés à la fin, avoir vraiment des semences de qualité, parce que c'est la base, les bases sont les bases. Le représentant de l'ISRA Kaolack, Malik Ndiaye, selon la productrice Zeida Mbodjanias, qui a fait le plaidoyer pour des semences de qualité, des formations pour maîtriser les riz de plateau dans le Saloum. Cet atelier est extrêmement attendu parce que nous produisons du riz de plateau depuis des années avec l'accompagnement cette année avec Païs. Et nous avons tellement besoin d'accompagnement et beaucoup de formation pour maîtriser le riz de plateau dans le Saloum. Nous avons besoin des semences de qualité et aussi une formation pour comment, parce que le riz est un peu spécifique par rapport aux d'autres cultures, et aussi matériel et engrais aussi. Attends, l'accès des terres sur les vallées, surtout nous au niveau de Ndjedjen, nous avons un vallée qui n'est pas encore aménagé, et si c'était fait, ce serait extrêmement bénéfique pour beaucoup de paysans. Vous suivez le journal sur Radio Al-Fayda à Kaolack. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce vendredi 24 janvier 2025, l'info se poursuit sur la référence. Le nouveau directeur de la Seine Pharmacie Nationale était à Kaolack pour s'enquérir de la situation au niveau des pharmacies régionales d'approvisionnement. Ce docteur Seydou Diallo, lors de sa visite à Kaolack. Depuis notre nomination, on a démarré des visites au niveau du territoire national. On a commencé par la zone nord, ensuite la zone sud. Aujourd'hui, nous sommes dans la zone centre. L'objectif de la visite, c'est de s'enquérir la situation au niveau des pharmacies régionales d'approvisionnement, mais également de discuter avec les autorités sanitaires, en l'occurrence les DRS, les directeurs d'hôpitaux, voir un peu la situation par rapport à l'approvisionnement en médicaments, les difficultés à lever. Donc c'est ça l'objet de la visite. Donc on ne peut pas dire que tous les voyants sont au vert. Quand même, il y a beaucoup d'efforts à faire pour améliorer l'approvisionnement au niveau de la région de Kaolack, surtout par rapport à l'éloignement de certains districts. Quand on prend le district de Nioro qui polarise 45 postes de santé, et on n'a pas encore tous les moyens qu'il faut pour pouvoir approvisionner, mettre à la disposition des médicaments au dernier kilomètre pour le bien-être de nos populations. Donc on doit redoubler d'efforts à notre niveau. Normalement, l'autorité centrale dans ces projets doit quand même appuyer surtout en matière d'infrastructures sanitaires qui répondent aux normes. Malheureusement, le constat qu'on a eu à faire, les dépôts pharmaceutiques sont souvent laissés en rade. Et alors, qui dit médicaments, dit c'est quelque chose qui est incontournable dans la prise en charge de nos patients. Donc, dans nos perspectives, on veut quand même ériger ce qu'on appelle les pôles logistiques régionaux qui permettront aux régions d'avoir la disponibilité en médicaments, mais également une logistique roulante qui permettra d'amener les médicaments au dernier mètre. Donc, c'est
ça l'objet. Je pense que des efforts sont en train d'être faits. C'est pour cela qu'on est venu écouter les autorités sanitaires au niveau local pour évaluer. Une fois au siège, on pourra dans nos perspectives discuter région par région, voir les solutions qu'on peut apporter. Visite de courtoisie du directeur de la Seine Pharmacie, Dr Seydou Diallo à Kaolack. La directrice régionale de la santé, Dr Aïssatou Bari Diouf, s'est dite très satisfaite de cette visite de courtoisie pour l'amélioration, la disponibilité et l'accessibilité des médicaments aux populations. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir monsieur le DG de la CNPNA et c'est vraiment une visite qui nous a fait énormément de plaisir. Il est venu avec une forte délégation accompagnée du PCA, de la CNPNA, du SG de la CNPNA et de l'ensemble de son équipe. D'abord pour une visite de courtoisie, mais également pour partager avec nous sa feuille de route pour améliorer la disponibilité et l'accessibilité des médicaments aux populations de notre pays. Nous avons été chez le gouverneur au niveau de la Seine-Pra et ce que j'ai surtout retenu, qui a attiré mon attention, c'est l'idée de créer des pôles logistiques régionaux. Parce que, comme vous le savez, Kaolack est une région carrefour, mais également une région frontalière avec la République sœur de la Gambie. Et le fait de vraiment de mettre en place un pôle logistique au niveau de Kaolack, ça va permettre d'améliorer vraiment la disponibilité des médicaments parce qu'on n'aura pas à aller jusqu'à Dakar pour réapprovisionner régulièrement la Seine-Pra. Et vraiment, nous le saluons. L'idée aussi de créer des unités de production en vue d'assurer la souveraineté pharmaceutique, vraiment a été un des points aussi que j'ai retenu dans cette visite-là. Vraiment, nous tenons à remercier monsieur le DG et l'ensemble de son équipe. Le district de Nioro, avec ses 45 structures de santé, un district qui mérite d'être épaulé, d'où le plaidoyer de Aïssatou Diouf Bari pour la dotation en conteneurs. Réécoutons la directrice régionale de la santé de Nioro. Comme je le disais, Nioro est un grand district qui couvre tout le département avec plus de 500 000 habitants et 45 structures de santé. C'est un district donc qui a besoin vraiment d'un grand stock de médicaments et puisque c'est un seul district, c'est difficile qu'ils ont des problèmes de capacité de stockage de ces médicaments-là. C'est pourquoi je faisais le plaidoyer auprès de monsieur le DG pour la dotation en conteneurs ou pour nous aider à avoir un grand dépôt de médicaments au niveau de Nioro. Parce que quand il n'y a pas de disponibilité, ça ouvre la voie à des pratiques qui ne sont pas vraiment souhaitables. C'est pourquoi il faut vraiment tout faire pour assurer la disponibilité, une très bonne disponibilité des médicaments de qualité par la CNPNA. Parce que la nature a horreur du vide. Mais quand il y a vraiment une bonne disponibilité, c'est vrai que Kaolack, c'est une grande région, mais avec la diligence de notre chef de Seine-Pra, Dr Ba, vraiment qui est en même temps le coordonnateur du sous-comité GAS, il fait un très bon suivi. Nous avons un groupe WhatsApp où tous les pharmaciens des districts sont dans ce groupe, de même que les médecins-chefs de district, la DRS, en tout cas tous les responsables. Je pense que ça facilite. Ils partagent le SIWL que monsieur le DG m'a donné. Ils partagent à travers le groupe la version électronique. Donc globalement, en tout cas, même ces derniers temps, les ruptures qu'on a connues à l'échelle du pays, Kaolack n'a pas été tellement impacté parce qu'il y a un bon suivi avec le docteur Ba. Maintenant, nous faisons également des supervisions, des formations et pour vraiment que les médicaments soient dans de bonnes conditions, les dépôts sont climatisés et vraiment ça, on fait un bon suivi parce que si on doit donner des médicaments, ça doit être des médicaments de qualité. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir dans chaque district un pharmacien, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. À l'école de la vie, tout s'apprend, tout s'enseigne, présomption d'innocence. Pas un jour ne se passe sans que le mot présumé ne fleurisse dans les urnes consacrées à des affaires judiciaires à nous servir au quotidien. La rubrique Django Dochi Benen Anam ou Apprendre ensemble autrement s'intéresse aujourd'hui à la présomption d'innocence. Ndaïfatou Sissé s'entretient avec l'avocat à la cour, Maître Elhadji Malick Diouf. La présomption d'innocence. La présomption d'innocence, c'est une notion un peu complexe. Je vais la traduire en termes très simples, je veux dire d'une façon un peu simpliste, pour permettre donc d'atteindre la cible et de permettre à cette cible
de mieux comprendre. Ce que nous évoquons aujourd'hui dans votre rubrique Apprendre ensemble autrement avec l'avocat à la cour. Je vous remercie quand même de l'invitation. Maître El Hadji Malick Diouf qui éclaire donc ce principe de droit. Donc la présomption d'innocence, c'est quoi? C'est que lorsque une personne est mise en cause dans une affaire, on dit qu'il est prévenu d'une infraction quelconque. Donc, dans ce cas-là, il n'est pas considéré comme l'auteur des faits, mais ce sont des soupçons qui pèsent sur lui. Donc, il y a des charges qui sont retenues contre lui. Maintenant, la présomption d'innocence, c'est que comme vous n'êtes pas encore jugé, le tribunal considère que vous êtes innocent. Vous êtes présumé innocent jusqu'à ce qu'un tribunal vous déclare coupable. Mais avant que le tribunal ne prononce sa décision, donc vous êtes présumé innocent. Donc on ne dit pas que vous êtes l'auteur, vous avez commis les faits, mais on ne dit pas également que vous n'avez pas commis. Donc ce sont des charges, des soupçons donc qui sont retenus contre vous, et maintenant un jour viendra, le jour du jugement, tout cela sera élucidé. Donc la personne qui a effectivement déposé plainte contre vous va amener ses preuves, et vous également, vous allez amener vos preuves pour vous défendre. Maintenant, avant que le tribunal ne prononce sa décision, donc vous êtes présumé innocent. Donc la présomption d'innocence ne joue que dans un temps bien déterminé. C'est avant le prononcé de la décision. Donc dès l'instant que vous quittez la police, la gendarmerie, pour être déféré devant le procureur, en ce moment-là, lorsque le procureur vous renvoie devant la juridiction de jugement, pendant tout ce temps-là, la présomption d'innocence joue en ce moment-là. Donc il y a un temps bien déterminé pendant lequel vous êtes présumé innocent. Maintenant, le jour de la sentence, le jour du procès, vous allez ramener vos preuves attestant de ce qu'on vous reproche, vous n'avez pas commis ces faits-là. Donc voilà ce que je peux dire en termes simplistes sur la présomption d'innocence. Apprendre ensemble autrement, voilà donc que c'est ici que se referme votre rubrique. L'objectif permanent devra être la consolidation de la démocratie, qui ne laissera plus le moindre doute sur la sincérité des résultats des suffrages. Il faut aussi que gouvernants et gouvernés, membres ou non des partis politiques, acceptent sans arrière-pensée le principe de l'alternance à la tête des affaires de l'État. Ces affaires ne sont le bien de personne, elles appartiennent au peuple qui en délègue la gestion temporaire, non à un maître comme on a souvent tendance à le penser sur ce continent, mais à un serviteur. J'avais ajouté, déterminons-nous à débusquer et à écarter sans complaisance au besoin, à punir sans faiblesse ce qui ruine ce pays ou le desservent, les corrompus et les antinationaux, les roublards et les paresseux. Rendez-vous prochainement avec un autre sujet. Actualité internationale. Sur l'international, un journaliste mozambicain a été retrouvé mort 2 semaines après avoir été battu par les forces de sécurité dans une région où il couvrait l'insurrection islamiste. C'est une série de brèves réalisées par nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Au Mozambique, un journaliste a été retrouvé mort 2 semaines après avoir été battu par les forces de sécurité dans une région où il couvrait l'insurrection islamiste, a annoncé jeudi une organisation de défense des droits humains. Arlindo Chisale couvrait depuis des années l'insurrection dans le nord gazier du Mozambique. Le silence des autorités sur cette affaire légitime les soupçons selon lesquels Chisale a été enlevé puis exécuté par la police en raison de son travail de journaliste et de son tout soutien à Venancio Mondlane, indique un communiqué du Centre pour la démocratie et les droits humains. Actualité internationale. Un collectif d'une quinzaine d'avocats de 5 pays a dénoncé jeudi la détention qu'il juge arbitraire d'un confrère burkinabé, Maître Guy Hervé Kam, écroué depuis 1 an, jour pour jour, à la prison militaire de Ouagadougou. Il est accusé d'avoir participé à un présumé complot. Actualité
internationale. L'élection présidentielle au Gabon se tiendra le 12 avril, a annoncé jeudi le porte-parole du gouvernement. C'est une étape décisive vers le retour à un régime civil promis par les militaires au pouvoir depuis le coup d'État de 2023 qui a chassé la dynastie Bongo. Jusqu'à présent, le calendrier de la transition a été rigoureusement suivi. Le gouvernement a promis de réviser les listes électorales ce mois-ci, 3 mois plus tôt que prévu. Actualité internationale. L'ancien chef d'État gambien en exil, Yahya Jammeh, affirme son intention de reprendre la tête de son parti et de retourner en Gambie. L'ex-chef d'État pourrait être jugé sur les présumés crimes commis sous son régime. Actualité internationale. Le M23 continue de gagner du terrain dans l'est de la RDC. Il s'est emparé d'un nouveau pan du territoire et resserre son étau sur Goma, capitale du Nord Kivu, et plus d'1 million d'habitants. Les forces congolaises ont établi des lignes de défense autour de la ville. Hier, le groupe armé, accusé d'être soutenu militairement par le Rwanda, a pris la ville de Minova, à 50 km au sud-ouest de Goma, sur l'autre rive du lac Kivu. L'armée congolaise n'a pu récupérer que très peu de territoires perdus ces derniers mois. Actualité internationale. L'ONU a rappelé hier jeudi que l'accueil des réfugiés permet de sauver des vies, réagissant à la décision de Donald Trump de suspendre pour 90 jours l'arrivée de réfugiés aux États-Unis. Le décret qui entre en vigueur à compter du 27 janvier annule tous les voyages prévus selon un document du département d'État. Actualité internationale. Une dizaine de refuges sont en construction dans le nord du Mexique, à la frontière avec les États-Unis, pour anticiper l'expulsion de Mexicains annoncée par le nouveau président américain Donald Trump. 2 centres d'accueil devaient être terminés jeudi soir et les autres seront complètement prêts d'ici la fin de la semaine, a déclaré la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum, sans donner davantage de précisions sur leur capacité totale. Les installations pourraient recevoir entre 2500 et 3000 personnes, a indiqué la mairie. Et sport. Une page sportive que nous ouvrons avec le Beach Soccer Worldwide qui a fait part des 120 joueurs masculins, 50 joueuses féminines et 45 entraîneurs qui sont en lice pour les distinctions individuelles. 4 joueurs sénégalais ont été nominés. Il s'agit de Raoul Mendy, Jean-Nino Diatta, Mamadou Silla et Selina Magnon Laye. Meilleur gardien Al-Seni Ndiaye nominé. Meilleur entraîneur Ngala Silla nominé. La date et le lieu du gala des Beach Soccer Stars 2024 seront annoncés ultérieurement. Quelques heures après avoir résilié son contrat avec l'AC Milan, Fodé Ballo-Touré fait son retour en Ligue 1. L'international sénégalais s'est engagé avec le Havre AC jusqu'à la fin de la saison. Le Havre, avant-dernier de Ligue 1, après 18 journées, aura bien besoin de lui pour se sauver. Fin de la 7e journée de la Ligue Europa hier. Alkmaar a battu AS Roma 1-0. Offenheim s'incline devant Tottenham 3-2. FC Porto perd devant Olympiakos 0-1. Victoria Plzen bat Anderlecht 2-0. Bodo Glimt bat Maccabi Tel Aviv 3-1. Malmo FF s'incline devant FC Twente 3-2. Boras bat Nice 1-0. Man United bat Glasgow Rangers 2-1. Lazio de Rome bat Real Sociedad 3-1. Hertha Francfort bat Ferencváros 2-0. Rigas bat Ajax Amsterdam 1-0. Union Saint-Gilloise bat Braga 2-1. PAOK Salonique bat Slavia Prague 2-0. Ludogorets s'incline devant FC Midtjylland 2-0. Ce soir, c'est le début 19e journée de la Ligue 1 en France. Auxerre reçoit Saint-Etienne à 19h45. En Espagne, on est à la 21e journée de la Liga. Las Palmas reçoit Osasuna à 20h. Bundesliga, 19e journée. Wolfsburg reçoit Anselken à 19h30. Calcio italien, 22e journée. Torino reçoit Cagliari à 19h45. C'en est tout pour cette page sportive. Tout de suite, la revue de quotidien. La revue de presse. L'Obs place le soleil sur Quotidien, Walf le matin. La
presse du jour, lue et parcourue en 3 minutes 34 par Ndefatou Sissé. Plénière de l'Assemblée nationale sur la levée de l'immunité parlementaire du maire des Agnam ce vendredi. Farba retient son souffle et mobilise le Fouta, relate ce matin plusieurs journaux, dont Sud Quotidien, le journal avec qui nous ouvrons cette revue des titres à la une des journaux sénégalais parus ce matin, de souligner que le ministre de la Justice s'en remet au parquet. Ousmane Diagne qui se blanchit, note Vox Populi. Les rapports de la CENTIF sont remis directement au procureur. Dit à la une du journal, le ministre de la Justice. La procédure résulte d'un rapport de la CENTIF, précise à la une 2.actu. Le garde des Sceaux, bouclier XXL du procureur, note la publication. Surpopulation carcérale, l'excès qui fait tâche. Le titre barre la une du quotidien national Le Soleil. Garde à vue, retour de parquet, mandat de dépôt. Procureur, une rigueur à repenser. L'interrogation par la une de Direct News. À la une de Réumi Quotidien, le bracelet électronique. 562 détenus bénéficiaires, renseigne le journal qui évoque ainsi un remède aux maux de la prison. Malversation présumée à l'APROSI et à la commission de régulation du secteur de l'énergie. Tabaski Ngom et Morgueil en prison. Djimomad Ba cautionne 90 millions et échappe à la détention. Dit Libération qui fait état ce matin d'un présumé carnage financier dans la gestion de la compagnie aérienne nationale. La DIC frappe au cœur d'Air Sénégal, titre le journal qui fait référence à une première arrestation enregistrée après la plainte du nouveau directeur, non sans mentionner que rien que pour les billets d'avion destinés au personnel, près de 200 millions ont été volés. Balance des paiements et position extérieure globale au Sénégal, le grand panel s'épanche dans sa parution du jour sur un déficit vertueux mis entre guillemets pour l'économie. 2 minutes pour lire l'essentiel qui met l'accent sur le prix du pain. Relève à sa une les propos de l'expert Mamadou Niang. L'État endosse un manque à gagner de plus de 125 milliards. Meuniers et boulangers doivent consentir des efforts. Fièvre hémorragique, Crimée-Congo, 2 cas confirmés à Birkilan, 1 mort et 51 contacts. Annonce ce matin l'AS. Affaire Rio Baobab, l'observateur fait état ce matin de l'arrestation du cerveau, du braquage, ainsi que 5 membres de sa bande par les gendarmes de la brigade de recherche de Sali et les renforts de Thiès, Nianing et Joal. Le rappel à Dieu du professeur Major Diouf à Dakar, largement relayé ce matin par la presse écrite. Le SIN et la communauté universitaire endeuillée, écrit en relief 24 janvier 2021, 24 janvier 2025, Jean Maïssa 4 ans de sevrage. Wolf Quotidien se rappelle ainsi avec regret ce matin du journaliste formateur. Sport Ligue 1 à Speaking Guédiawaye FC. La banlieue en ébullition dimanche, pronostic déjà record. Un derby, ça se gagne et on va le gagner. Dit à ce propos à la une du journal Adam Diaw, attaquant de la Speaking. Et voilà que nous refermons cette page consacrée à la revue des titres à la une des journaux sénégalais parus ce matin en jetant notre regard à la parution de Terral Quotidien qui informe que dans le cadre des préparatifs du Magal dédié à Sokhna Diarra Bousso, le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké est dans le Saloum, notamment à Porokhane, dans le RIP. C'est la fin de cette édition. Merci à Sidi Hajdi Bass Mbaye qui en a assuré la partie technique. La rédaction en chef a été assurée par Elhaji Ibrahima Gaye. Était devant ce micro, Serigne Moussa Kane. L'info revient dans moins de 19 minutes. Ce sera en Wolof avec Mariam Abba. Tout de suite, le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ce 12 heures. L'Union démocratique des enseignants UDEN section Kaolack a déposé un préavis de grève. Ses membres dénoncent la question des enseignants chargés de cours et la lancinante question des enseignants appelés non référencés. Vous avez suivi la réaction de leur secrétaire général. Un atelier du PAES ISRA sur la structuration de la filière production de semences de riz à Kaolack pour permettre à la région d'adopter sa part contributive à travers le riz par rapport aux objectifs déclinés à la souveraineté alimentaire.
Présomption d'innocence, pas un jour ne se passe sans que le mot présumé ne fleurisse dans les unes consacrées à des affaires judiciaires à nous servir au quotidien. Dans la rubrique Djangonochi Benen Anam Deifatou Sissé s'est entretenu avec l'avocat à la cour, maître Elhadji Malick Diouf. Sur l'international, un journaliste mozambicain a été retrouvé mort 2 semaines après avoir été battu par les forces de sécurité dans une région où il couvrait l'insurrection islamiste. Sport 2 jours après avoir résilié son contrat avec Milan AC, Fodé Ballo-Touré fait son retour en Ligue 1. Il s'est engagé avec le Havre jusqu'à la fin de saison. Revue des quotidiens qui a mis un terme à ces 12 heures. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir accueillis chez vous. Excellente écoute sur la 90.1. Le journal Serigne Moussa Kane.